Bonjour à tous, je m'appelle Lou, je travaille à l'association Aurore qui accompagne des personnes en situation de grande précarité. Ici, on est dans le 16e arrondissement qui va bientôt accueillir le centre d'hébergement d'urgence pour personnes sans abri. Et c'est ici que Mouloud Achour a choisi d'installer son plateau pour interviewer la sociologue Monique Pinson-Charlot. Cette émission est consacrée à une question: quel est le futur usage social de notre pays? C'est l'heure du gros journal. Salut et bienvenue dans le gros journal. Cette semaine, Canal+ passe en mode le futur. Ils vont aller faire un tour en 2017, en 2022, en 2050 et en 3028. Nous, on vous emmène tout de suite fin octobre dans le 16e arrondissement où un lieu très important va ouvrir. Et pour en parler, on est avec la sociologue Monique Pinson-Charlot. Bonjour. Bonjour. On est très content de vous avoir dans le gros journal. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir vraiment partagé. Pour parler du futur, je trouvais ça important d'être dans cet endroit parce que c'est un endroit qui définit ce qui va nous arriver dans le futur en France. Est-ce que vous pouvez raconter où on est? Alors là, on est donc dans le 16e arrondissement, face à un centre d'hébergement pour sans-abri, un centre d'hébergement qui sera ouvert à la fin du mois d'octobre et qui est là pour 3 ans. Et puis dans 3 ans, le centre sera démonté et remonté ailleurs. Alors, pourquoi dans le 16e arrondissement, à l'orée du bois de Boulogne, vous voyez, c'est quand même un endroit très agréable. Juste derrière, il y a les familles qui payent les plus hauts ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Eh bien parce que le 16e arrondissement est un arrondissement qui a très peu d'HLM, largement en dessous de toutes les statistiques ailleurs dans Paris, même pas 4% de logements sociaux, alors que dans le 19e arrondissement, pour vous faire une petite comparaison, c'est 38%. Parce que là, on est dans l'un des endroits les plus riches de France, même pas de Paris, mais de France. Oui, et puis même presque du monde, parce que c'est une richesse qui est ancienne, ce sont des héritiers, enfin, on pourra y revenir. Pourquoi est-ce que vous parlez de violence des riches? Pourquoi est-ce que vous pensez que les riches sont violents? Alors, je sais que c'est violent de dire la violence des riches, parce que c'est une violence qui est invisible. Ils veulent bien un petit peu donner un petit peu, mais nous, c'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande de payer leurs impôts. Parce que la violence des riches, c'est ça. C'est que le déficit public, il n'existerait pas s'ils payaient leurs impôts. Le trou de la Sécu n'existerait pas. La dette n'existerait pas. Le chômage n'existerait pas. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de conséquences criminelles qui est dû au fait que pas 1% de la population s'accapare aujourd'hui tous les pouvoirs et toutes les richesses? Quand vous dites par exemple que la plupart des riches ne payent pas d'impôts, est-ce que c'est vrai? Ah bah écoutez, on a sorti un livre l'année dernière aux éditions La Découverte, Tentative d'évasion fiscale, où là on prouve, mais on n'est pas les seuls, on est nombreux à travailler sur le problème de la fraude fiscale. Ben, il y a quand même plus de déficit. Donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est au moins 70 milliards d'euros, voire 80 milliards, voire beaucoup plus. On parlait tout à l'heure de la violence que pouvaient dégager les politiques. Et j'ai une question très bête, c'est pourquoi est-ce que les politiques portent des costumes pour être crédibles? Ben, c'est le costume de classe. C'est-à-dire, il n'y a pas que les politiques. Tous les banquiers, tous les avocats, les animateurs télé, les présentateurs de télévision, oui. Quand vous arrivez là, je ne sais pas si vous avez pu avoir le temps d'observer, les hommes sont en costume, cravate, fin, élégant, redressé, le port de tête altier. Les femmes ont des petits tailleurs, tout est bien ajusté, tout le monde est... Voilà. Ils ont de la classe. Ils ont de la classe, ça veut dire ils font partie de la classe dominante. Ils en imposent. Mais quand on voit par exemple les ouvriers qui manifestent devant des usines, il y a une scène qui est pour moi toujours récurrente, c'est qu'ils attendent l'homme en costume, l'homme politique, comme l'homme providentiel. Ils attendent que ce soit l'homme en costume qui les défende. Moi, dans mon enfance, pendant les 30 Glorieuses, les ouvriers étaient l'avenir de la France. Les ouvriers créaient des richesses. Les ouvriers avaient de la fierté, de la dignité. Hein. Et puis, il y a eu un renversement de la théorie de la lutte des classes. C'est-à-dire que là, ce sont maintenant les riches qui sont les créateurs de richesses. Ils sont plus des patrons, ils sont des entrepreneurs. Hein. Et ils ont fait basculer les ouvriers comme des coûts, comme un problème. C'est le coût du travail. Et jamais on parle du coût du capital. Hein, ça, c'est tabou. Pourquoi est-ce que les gens croient Marine Le Pen quand elle dit qu'elle est la candidate du peuple
alors qu'elle a grandi dans les grandes écoles, qu'elle a grandi avec de l'argent, que son père a hérité d'une grande fortune. Comment est-ce que les gens peuvent croire ou la croire quand elle dit qu'elle est la candidate du peuple? Ben ça, c'est un mystère parce que vous avez donné quelques exemples, mais nous, dans notre sociologie de la bourgeoisie, on a fait un petit encadré sur tous les nobles d'Ancien Régime qui sont, et c'est quelques exemples, hein, qu'on n'a pas, ça ne se présente pas à être exhaustif, tous les nobles d'Ancien Régime qui sont au top des responsabilités du Front National, dont le comte Valéran de Saint-Just, la comtesse Bernadette de la Bourdonnais. Et donc ça va être l'imposture. Le peuple peut pas croire, il s'est fait avoir par Sarkozy, pour parler des gens récents, des présidents, par Hollande avec sa finance qui n'a pas de visage. Et puis là, si c'est Marine Le Pen, ça sera terrible. Pourquoi est-ce que ça sera terrible si c'est Marine Le Pen? C'est vraiment une imposture, parce que là, vous avez une dynastie familiale, avec beaucoup de gens de la noblesse d'Ancien Régime, qui est un parti familial. C'est absolument extraordinaire. Alors, par exemple, hier, je lisais qu'un maire d'une commune dans la Moselle veut expulser le secours populaire d'un local dans lequel il est depuis tant d'années pour y mettre Fraternité française, qui est gérée par une noble qui s'appelle Mireille d'Ornano et dont la présidente de Fraternité française, vous avez bien compris quelle pauvre on mettrait à la place des gens du Secours populaire, c'est la femme de Jean-Marie Le Pen, Jeannie Le Pen. Donc jamais une famille a été à ce point dynastique, à ce point confondue avec un parti politique. Moi j'ai une question à vous poser, c'est que dans cette émission, pour l'instant, on refuse d'inviter des hommes politiques, des femmes politiques, parce qu'on a l'impression qu'on nous sert tout le temps la même soupe partout, Oui. qui sont habitués à toutes les formes d'interview ou de décryptage, et qu'on n'arrive pas à communiquer réellement avec eux. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'il faut les recevoir? Je soutiens votre choix. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont de la place tout le temps, de partout. Je trouve que ce qu'il y a de bien dans votre émission, c'est une autre façon de parler, une autre façon d'être interviewé par vous, une autre façon d'être, une autre Monique. façon de parler. Comme vous y allez, Monique. Ah ben non, mais je dis ce C'est que je trop pense. gentil, Ben, Monique. vous m'avez dit que c'était possible. Mais oui, c'est possible. Bon, c'est une respiration. Qu'est-ce qu'on peut se dire pour se dire au revoir, Monique Pinson-Charlot? On est âgé, on est à la retraite et on est fatigué, mais on ne lâchera pas. Eh ben, nous non plus, on ne lâchera pas. Et on se retrouve demain pour le gros journal. On vous laisse avec le grand. C'était un plaisir d'être avec vous. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Appelle-moi le grand, appelle-moi le grand.